République démocratique du Congo, plus de 1 79 675 candidats attendus, dont 44,7% de filles et 55,3% de garçons sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ces temps, on parle de plus de 9 500 finalistes attendus, spécialement dans les zones sous l'occupation de l'FC M23. Nous parlons également de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Vous le voyez, le titre sur YouTube. On essaye de fleurir en tout cas la question liée aux sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange, les gouvernements de la République qui s'est réjoui en tout cas de ces nouvelles mesures. D'ailleurs, aujourd'hui, la marche est prévue, la marche de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux pour soutenir ces sanctions contre Joseph Kabila et soutenir l'administration de Donald Trump. Et Kabila qui réagit pour dire que c'est de sanctions injustes. Nous en parlons et nous allons chuter sur cette question épineuse des changements de révision de la Constitution. Les confessions religieuses s'en approprient. L'évêque Ejibaya Mampia qui dit il est temps de changer la Constitution et non de la réviser. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Cocorico. Nous sommes donc lundi 4 mai 2026. Charles Dubondja est encore au rendez-vous. Bonjour. Bonjour Jean. Vous allez bien? Pas très en forme. Pas très en forme, mais j'ai passé un week-end assez laborieux. Parce qu'on était en train de préparer la Journée internationale de la presse. Et également un forum de la presse qui devait produire un document important concernant l'accord de Washington. Ouais. Donc, où en est-on alors avec tout ça? Oui, la presse voudrait être partie prenante pour l'accompagnement de l'implémentation de cet accord. Donc, apporter plus d'éclairage à l'opinion sur ce qui s'est fait autour de cet accord. Alors, justement, malheureusement, la régie nous le montre déjà. Notre invité est avec nous, M. Marius Moubalama, qui devait être avec M. Jeannot, Maître Jeannot Lopempe, qui malheureusement, avec cette pluie qu'il y a eu ce matin, qui a essayé un peu de déranger le programme. M. Marius Moubalama, bonjour et encore bienvenue sur notre plateau de Cocorico sur Kinshasa Télévision. Bonjour M. Kia, merci pour l'invitation ce matin. C'est un grand plaisir pour moi toujours de me retrouver sur ces beaux plateaux de Kinshasa Télévision. Un plateau où il y a de l'auteur. J'estime que le moment que nous allons passer ensemble, ça va être un moment républicain. Permettez-moi de saluer nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, directement à la télé et en ligne, mais également aux techniciens qui nous permettent d'arriver à la maison. Merci beaucoup à vous et c'est à nous vraiment de vous remercier parce que ces rendez-vous, en tout cas votre présence sur ces plateaux était peut-être attendu à plusieurs reprises, 3 fois de plus. De suite, malheureusement, suite aux contraintes, que ce soit techniques et autres, vous n'avez pas pu être avec nous. Alors, nous commençons par cette information. Vous les voyez, les illustrations en parlent déjà. Plus d'1 million 79 675 candidats. La ministre Raissa Malo a procédé justement au lancement de ces épreuves préliminaires, l'examen d'État édition 2026. Petit à petit, l'année touche à sa fin, Charles. Oui, des fois, je m'interroge sur le contenu des épreuves auxquelles se préparent les jeunes finalistes. Souvent, ce sont des épreuves à caractère général, alors que le pays aujourd'hui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons signé un accord important, l'accord de Washington. Le pays va entrer dans une nouvelle ère de développement. On aura besoin, en ce moment-là, d'une certaine technicité pour booster ce développement. Alors, si on doit faire le concours à caractère général et qu'on ne mette pas l'accent, par exemple, sur les enseignements pratiques qui permettent d'aller directement à la production, je crois que le développement prendra encore du temps pour
être implémenté dans notre pays. Oui, mais aujourd'hui... Il faut revoir le système d'enseignement. Oui, oui. Alors aujourd'hui, il n'y a que la dissertation, la réflexion. Monsieur Moubalama, vous partagez cet avis de M. Charles qui dit qu'il faut revoir le système éducatif de notre pays. Il ne faudrait pas continuer avec cela. Je crois qu'il est en train de faire allusion au secteur minier. Au secteur minier, au corps des métiers. Parce que nous n'avons plus... métiers professionnels. Voilà. L'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel que de continuer avec les systèmes belges, nous laissés par le Belge. Voilà. D'abord, je commence par féliciter déjà ces élèves qui vont affronter ces épreuves déjà à partir d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Et je les souhaite, certains ont déjà fini, je crois. Je les souhaite déjà bonne chance pour ces épreuves. Et je partage totalement le point de vue de M. Charles. Vous savez que il y a un aspect qu'on a souvent négligé dans le développement d'un pays. On peut tout avoir. On peut avoir le minerai, on peut avoir des terres arables, on peut avoir tout ce qu'on peut avoir comme richesse naturelle. Et la RDC en est un modèle. Nous avons tout. Mais tant que vous n'avez pas l'aspect qualitatif, tout ce que nous avons comme richesse ne pourra jamais nous bénéficier. Vous savez, quand vous regardez très bien, la plupart des entrepreneurs ne viennent pas dans ne sont pas ici des enseignements théoriques comme les sciences commerciales, la pédagogie, non. Les entrepreneurs viennent ici du monde technique. Or, l'enseignement technique dans notre pays est largement négligé et abandonné. Et alors que je pense qu'on devrait encourager l'enseignement public, l'État devrait disponibiliser les moyens, voire même donner les moyens même au privé pour que l'enseignement technique soit implémenté partout. Vous savez qu'il y a ces zones-là, il y a des provinces où l'enseignement technique n'existe presque pas. Pendant que nous grandissons, je vous donne un exemple. Pendant plusieurs années dans ma ville de Bukavu, il n'y avait qu'une seule école technique. J'espère que M. Charles Dimadja connaît l'Institut technique Fundi Maendelo de Bukavu. Mais quand bien même aujourd'hui, il y en a 2, 3 qui sont ajoutés. Mais une ville comme Bukavu, disposer une seule ou deux écoles techniques, c'est très grave par rapport aux besoins qu'il y a dans ces pays. Vous savez que M. Charles a évoqué la question le secteur minier. Vous savez que dans le secteur minier, nous arrivons à importer la main-d'œuvre venant de l'extérieur du pays. Parce qu'à l'interne, ici, nous manquons de techniciens capables à conduire les engins dans ce secteur-là. Les petits métiers, les petits électriciens. Les électriciens, les maçons, les forgerons. Tout ce monde-là, ça doit être... Et tout ce monde-là, normalement, n'ont pas besoin d'aller à l'université. Juste même un diplôme de D4, un diplôme de D6, ce sont déjà des techniciens qui peuvent œuvrer dans des grandes entreprises. Mais aujourd'hui, même avec les offres d'emploi, la main-d'œuvre, oui, vous en parlez, on n'a pas besoin d'avoir des ingénieurs qui vont jusqu'au-delà. Mais aujourd'hui, dans les différentes offres d'emploi, on mentionne qu'on a besoin des licenciés, on a besoin de ceux qui ont fait le master, etc. C'est ça le problème. On ajoute encore l'expérience professionnelle, alors qu'il y en a qui viennent à peine de commencer. Je crois qu'il faut être pratique et direct, comme l'a dit M. Moubalama. Le développement d'un pays il est impulsé à la base. À la base. Ce n'est pas... Enfin, moi, j'ai fait la secteur littéraire. Je ne veux pas... Mais je me rends compte maintenant qu'on aurait dû, ou que le gouvernement aurait pu encourager largement les secteurs de l'enseignement professionnel aussi. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est les parents pauvres, l'enseignement professionnel. Vous savez que l'école technique de la Gombe ici a formé des l'Institut professionnel de la Gombe, oui, l'IPG. La Gombe, des jeunes électriciens. Quand on construisait la cité des mandats, là, qui a installé l'électricité là-bas, ce sont les jeunes gens qui ont terminé. Oui. Ici, à l'école technique de la Gombe, vous avez le quartier artisanal à Kassavoub. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais ces gens, c'est ce que j'ai dit. Et M. Charles l'a dit aussi, il faut revoir, il faut donner plus de l'importance à l'enseignement technique que tout ce qui est théorique. Je vous donne un exemple, peut-être vous aurez l'occasion de voyager sur le lac Kivu. Tous les meilleurs bateaux qu'il y a au Congo aujourd'hui, c'est sur le lac Kivu, construits par la main-d'œuvre locale. Mais oui. Bah oui. Les bateaux qui sont sur le fleuve, sur le lac Kivu, sur le lac Tanganyika, sont des bateaux construits par des Congolais. Ouais. Or, il y a un besoin dans notre pays de bateaux de pêche. Oui. Mais on préfère lancer l'offre à l'international pour importer des bateaux. Et pourtant, c'est de l'argent qui devrait rester
sur le plan national à travers nos techniciens. Ouais. Dans le secteur agricole, le secteur agricole a besoin de plusieurs technicités. Les électriciens, le mécanicien. Donc, un seul fermier peut engager plusieurs intelligences, plusieurs expériences de mécaniciens, comme je l'ai dit, et consorts. Donc, il y a des secteurs qui doivent être boostés. Oui, mais aujourd'hui, si vous parlez la classe moyenne dont on a toujours parlé, cette classe moyenne-là vient de ces techniciens-là. Ouais, vient de ces techniciens-là. Ce ne vient pas. Un juriste, si vous regardez très bien, un juriste, souvent, il ne crée pas des entreprises. Hein? Des économistes, ils sont là. Les économistes qui le juriste, il est dans le service. Nous, dans le service. Il n'est pas dans la production. Mais la production, c'est entre les mains des techniciens. C'est un secteur qu'il faudra valoriser. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut prendre, par exemple, l'ISTA? Est-ce que c'est vrai que l'ISTA... Non, l'ISTA, parce que là, vous êtes au niveau supérieur. Oui. Mais les écoles, par exemple, des jeunes gens qui apprennent dans les centres professionnels, par exemple, il faut les booster. Voilà. Attends, moi j'avais une voiture Mercedes. Vous savez que les petits qui réparaient ces Mercedes-là, c'était sur l'avenue Opala. Il y a un monsieur là-bas qui s'appelait gouverneur, M. Tamba. Lui aussi, c'était un ancien mécanicien. Il a appris la mécanique dans un centre de formation. Il a créé un centre de formation où il formait les petits qui savaient réparer les véhicules des types Mercedes. Ici, quand vous avez des problèmes mécaniques avec des voitures Mercedes, il fallait vite courir Et la plupart de ces jeunes gens, aujourd'hui, il y en a qui se sont installés à leur propre compte. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, si vous n'avez pas de diplôme, vous êtes considéré comme quelqu'un... Aujourd'hui, vous importez de plus en plus de voitures sophistiquées. Est-ce que vous avez une main-d'œuvre pour conséquent qui peut réparer ces voitures? Ce sont des bricoleurs maintenant. Hein? Quand votre portière automatique bloque, il faut renvoyer la voiture à l'usine. Mais les Congolais, avec leur génie créateur, ils arrivent à trouver la solution à ces problèmes-là. Donc il faut valoriser cette main-d'œuvre qualifiée. Alors justement, lorsque vous êtes en train de parler vous avez parlé de bateaux sur les lacs Kivu. Oui. Alors justement, il y a une anecdote. Il y a les étudiants d'une université en RDC qui avaient fabriqué, en fait, il y a des professeurs qui devaient effectuer un voyage de Kinshasa vers Goma, pour Goma. Et le pilote qui dit que installez-vous bien, cher professeur, parce que cet avion a été fabriqué par vos étudiants que vous avez enseignés. Et tous les enseignants sont sortis, et il y a un qui est resté. Pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils n'étaient pas confiants que l'avion allait décoller. C'est ça. Et quand ils sont sortis, il y a un qui est resté, on lui demande, mais pourquoi toi tu ne sors pas? Tu es très confiant. Il dit, non, si ce sont mes étudiants qui ont fait ça, c'est que l'avion ne va jamais décoller. C'est pourquoi j'ai pas peur de quitter l'avion. C'est ça le problème. Nous devons faire confiance. À la main-d'œuvre locale. Vous savez, si nous avons une main-d'œuvre locale qualifiée dans différents secteurs, tout ce qui est importation, nous ne le ferons jamais. Mais ce qui je rentre encore sur les lacs Kivu et le lac Tanganyika. Ce sont des lacs très poissonnés. Quand vous allez vers le lac Albert aussi, tout ça, ce sont des lacs très poissonnés. Vous savez que dans toutes ces zones-là, il n'y a même pas une seule école de pêche. Voilà. Ouais. À Mwanda, je vis à Mwanda, il y a une école qui peine d'ailleurs à fonctionner. Voilà. Mais sur le fleuve Congo ici, à Kinshasa, il n'y a même pas une école de pêche. Il n'y en a pas. Les poissons meurent de vieillesse. Ça, ce sont des techniques qu'il fallait développer selon l'avantage qu'a chaque province. Oui. Comme Idju. Ils sont sur le lac Kivu. On devrait faire en sorte que les gens qui sont là, qui sont de pêcher dans les traditions, ajouter cet aspect technique. Ouais, mais quand vous allez à Idju, il n'y en a pas. Quand vous allez à Ouvira, il n'y a pas des écoles techniques. Mais on préfère importer des biodis. Les poissons Saint-Charles. Ouais. Donc, je suis d'accord avec M. Charles Dimanja qu'on doit repenser l'éducation nationale à donner plus de tonus à l'enseignement technique et professionnel. Alors, mais quand même, bonne chance à tous les finalistes. Non, bonne chance à tous les finalistes. Et ce qui est plus important pour moi est que même les Congolais qui sont dans les zones occupées sont concernés par ces épreuves-là. Cela prouve que notre pays reste indivisible. Plus de 9500 candidats sur ces territoires. C'est très bien, c'est encourageant. Charles, il y a lieu de souhaiter bonne chance à ces finalistes et les aider par cette voie, les aider
à embrasser plus tard le métier technique, Plutôt, juste après. Oui, mais moi je leur souhaite bonne chance, plutôt que de choisir la voie d'être cancre dans la vie. Mais au moins, ils acceptent d'affronter les épreuves pour être de quelqu'un plus tard. Moi, il y a un professeur à l'université qui, quand il vous pose des questions, vous avez votre papier, votre questionnaire, à la fin, il écrit. Je salue le professeur Telomono Bisangamani. Il y écrivait toujours « Bonne chance à ceux qui pensent que la chance a une place dans la science ». Donc, libre à vous. Si vous acceptez cette bonne chance, donc vous pensez qu'il y a la chance dans la science, vous dites merci. Mais si vous n'acceptez pas, bon, tant pis pour vous. Alors, justement, on va suivre de très près. Aujourd'hui, c'est le premier jour. C'est la dissertation, la réflexion, la qualité également de la réflexion des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont incapables d'écrire 5 lignes, 5 paragraphes, et même d'écrire de petits livres. Mais ils sont subjugués par les smartphones. Mais regardez ce qu'ils écrivent, les Français qu'ils écrivent. Les raisonnements, le français abrégé, le texte abrégé. Mais il faut ouvrir leur portable. Mais c'est ça aussi qui contribue à l'abrutissement. Il y a ça, mais il ne faut pas souvent condamner le jeune. Mais moi, je vois quand même la responsabilité de l'État dans tout ça. La formation des enseignants. C'est à quel niveau? La qualité des enseignants. Parce que quand nous parlons de l'enseignement, souvent... Les conditions des enseignants aussi. Les conditions des enseignants. Quand nous parlons de l'enseignement, on se limite dans des grandes villes. Il faut aller en Banda, dans les grands Équateurs, et voir comment est-ce que... Vous voyez, les enfants ont la volonté d'en prendre. Mais... Pour quitter la maison pour l'école, ils prennent des pirogues. Ouais, pour aller apprendre sous la pluie. Mais pour quelle qualité de l'enseignement? Les enseignants, quel est le traitement que l'État réserve? Les enfants là étudient dans quelles conditions? Ouais, c'est ça aussi le problème. Combien d'écoles aujourd'hui reçoivent les frais de fonctionnement de l'État? L'État lui-même a construit combien d'écoles? Il y a eu le programme de PDLS à 45 territoires. Mais il faut qu'on nous montre des écoles. À Kinshasa, combien d'écoles ont été construites par rapport à ce programme-là? Vous savez, dans nos villages, les enfants peuvent faire plus de 20 km pour aller d'un point à un autre à pied, pour aller à l'école. Avec tous les Et cet enfant comme ça, vous attendez quoi des qualités venant de lui? L'enseignant, pendant qu'il est en train d'enseigner, il pense aussi à sa survie de lendemain. Vous savez, nous, quand nous on étudiait à l'époque, on avait ce qu'on appelait des travaux manuels. Qu'on devrait faire amener. Aujourd'hui, les travaux manuels, c'est sous forme de sanctions. Il faut amener autant de briques. Amener autant de briques, amener tel savon, amener tel ceci, amener tel. L'apprentissage est presque inexistant à l'école. Donc, l'État doit prendre sa responsabilité. Le travail manuel, c'est comme une sorte de sanction. Actuellement, oui. Pas une pratique éducative. Vous savez, Nelson Mandela l'avait dit. Vous n'avez pas besoin de prendre les armes pour détruire un pays. Commencez à détruire son éducation seulement. Vous mettez ce pays à genoux là. Et notre éducation, il faut le dire, est mise à genoux aujourd'hui par la mauvaise condition de travail dans lesquelles évoluent les enseignants. Ouais. Les enseignants ne devraient pas être pris en charge par le parent. Mais vous allez voir aujourd'hui dans des écoles de gratuité. C'est un droit constitutionnel. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que la gratuité a amené la gravité? J'ai fini ma réflexion. Dans des écoles de gratuité, on encourage les parents à trouver quelque chose pour l'enseignant, pour soutenir les enseignants. Parce que ce que les parents donnaient, apparemment, est plus élevé par rapport à ce que l'État... Le gouvernement interdit ces pratiques tout en demandant ce que les parents ne donnent rien, même pas un rond. Et cela implique négativement sur la qualité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est un droit constitutionnel. Sa mise en œuvre, nous saluons. Mais il y avait des paramètres, il y a des paramètres sur lesquels on doit encore travailler, on doit encore jouer pour que cela soit une réalité et que cette gratuité-là puisse toucher tous les enfants. La gratuité, normalement, si c'était effectif, les écoles privées qui périllent chaque jour dans la vie de Bukavu allaient fermer, dans la vie de Kinshasa, allaient fermer. Mais au départ, apparemment, il y a eu ces grands vents des élèves qui ont quitté les écoles privées pour les écoles publics, mais après ils sont rentrés à la recherche de quoi? À la recherche de la qualité. Qualité de l'enseignement. De la qualité. Il y a eu de ces écoles qui arrivaient à refouler du monde parce qu'il y avait plus de place. Les enfants aujourd'hui étaient entassés. Aujourd'hui, bon, après il y a les services nationaux qui essayent tant soit peu d'aller distribuer des bancs dans certaines universités, dans certaines écoles, mais on parlait de la qualité de la réflexion parce qu'aujourd'hui c'est la dissertation et ils ont affaire à des sujets
sur lesquels ils doivent réfléchir eux-mêmes sur un papier au moins de 4 pages, si je ne m'abuse, 2 pages. La réflexion aujourd'hui, Charles. Ça porte quoi? C'est pas sur le problème des sociétés. C'est pas sur le problème de philosophie ou. C'est pas un examen de réflexion pour permettre aussi aux de personnalité. élèves. C'est un examen de personnalité parce que la dissertation, c'est quoi? C'est la réflexion personnelle, l'observation personnelle par rapport aux réalités que vous vivez. Okay. C'est ça la dissertation. On ne vous en pas faire un reportage, je ne sais pas moi, sur les activités au marché. Non. Sur le coût de la vie, votre vie. Quels sont votre rêve, vos ambitions? Face à tel problème, comment est-ce que vous réagirez? Alors justement, on va suivre c'est encore les épreuves préliminaires. Il y en a d'autres qui vont arriver. Les 4 jours, je crois que ce sera au mois de juin ou le mois de juillet, où il y aura le français, l'anglais, le mathématique, et puis j'en passe. En tout cas, bonne chance à tous les finalistes qui sont en train de passer ces épreuves. Il y en a d'autres qui ont déjà fini. Ils sont dans les rues, mais malheureusement aussi, il faut tirer cette sonnette d'alarme. Souvent, lors du dernier jour, on les voit partout. Dans le bistrot, oui. Dans le bistrot, et certains déchirent même les uniformes. On les voit, c'est vraiment une ambiance, je sais pas comment est-ce qu'il faut le qualifier. On va suivre de très près ces épreuves. C'est la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, qui a procédé justement au lancement de ces épreuves. On parle également, aujourd'hui, on est les 4 mai 2026, de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'était hier. C'était hier. Hier, c'était dimanche. Charles, vous êtes à l'UNPC. Vous êtes d'ailleurs président de la commission qui s'occupe de cartes. Bon. Aucune célébration. C'est passé en sourdine. Qu'est-ce qui s'est passé? On attend peut-être la conférence de presse du chef de l'État qui aurait dû être tenue aujourd'hui, qui a été ajournée à mercredi, donc après-demain, le 6, parce que le président recevra en ce moment-là les journalistes dans une conférence de presse. Peut-être on aurait cachet particulier en ce moment-là, cette journée. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu ces reports du lundi ou peut-être l'agenda, oui, l'agenda du président. Donc, c'est clair que la journée de la presse... Parce qu'il était prévu que les manifestations pour la journée de la presse, la journée mondiale de la liberté de la presse était programmée pour aujourd'hui. Oui. Mais on nous dira qu'aujourd'hui, le président allait plutôt tenir une conférence de presse et que cette journée devait être combinée justement avec cette rencontre. Quelle est justement votre lecture sur l'exercice de la liberté de la presse aujourd'hui en RDC? Il y a à boire et à manger. Lorsque je lis ce qu'on écrit dans les réseaux sociaux, c'est compliqué, c'est différent de faire la différence. C'est plutôt difficile de faire la différence entre un article de presse et un article de communication. On ne sait plus si c'est la com ou c'est vraiment un article de presse. C'est difficile. Alors justement, vous avez une lecture particulière à faire, vous, M. Mbalama? Pas du tout, les professionnels ont parlé, seulement que le constat est négatif dans la globalité. En ce qui concerne la pratique de la liberté de presse dans notre pays, ça laisse à désirer, mais également le comportement de certains les professions de médias aujourd'hui. C'est-à-dire une confusion généralisée. On ne sait plus distinguer qui est journaliste, qui est communicateur, qui est influenceur, et qui fait quoi? Aujourd'hui, ça pose problème. Ça pose problème. Nous avions parlé ici de la dissertation, quand vous voyez ce qui est écrit ici et là. Et je crois que les professionnels, comme M. Charles Dumania, doivent s'élever au créneau et voir dans quelle mesure possible de trouver des mesures. Il est président pour encadrer vraiment une commission très importante. Le média et d'identifier les journalistes. Vous savez, le métier de journaliste ne s'emploie pas, ne s'apprend pas dans la rue. Il faut suivre une filière. Il y a des écoles. Tous les métiers s'apprennent. Tous les métiers s'apprennent. On ne devient pas journaliste parce qu'on veut, non.
Donc, c'était juste une incise. En parler, attendre le président de la République lors de cette conférence de presse mercredi. Il y aurait une autre célébration les 30 juin? Bon, il était question, je sais pas, vous avez suivi les ministres de la communication qui parlaient de la décoration des journalistes qui ont rendu service à la nation. Bon. Jusque-là, il y a silence radio. On ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu cette manifestation. Ça, en tout cas, ça ne sera pas après-demain. Alors, M. Mbalamassi, il faudrait décorer aujourd'hui des journalistes. Charles le mérite amplement. Non, Charles, c'est un baobab. M. Charles Dumanja. Non, il ne faut pas seulement tenir compte de l'ancienneté de la profession. Oui, non, il y a un vécu. Je sais que vous êtes souvent, s'il vous plaît, M. Mbalama, il est souvent mal à l'aise quand on parle de lui et puis quand on le fait éloge. Il y a un vécu. Je suis peut-être pas mieux placé pour parler de ça, mais il y a un vécu journaliste qui existe, que beaucoup n'implémentent pas. Ouais, je sais, le problème, c'est ça. Vous ne supportez pas qu'on parle de vous, mais moi, je veux quand même écouter M. Mbalama. Non, M. Charles a un parcours. Il a fait son travail et c'est apprécié par tout le monde. Au-delà d'avoir fait le travail, il a formé. Vous êtes une preuve. Nous continuons d'être formés par lui. Tous les jours, il ne se lasse pas. C'est chaque jour qu'il est devant la caméra pour informer, former et divertir. Ce sont des qualités que beaucoup ont perdues. Ça fait, il y a des gens qui sont dans le journalisme par opportunisme. Il y a d'autres qui y sont par passion. Et M. Charles, je suis convaincu qu'il est dans ce métier par passion. Sinon, non, ça c'est ma vocation. Il serait parti je ne sais pas faire autre chose que ce que je fais maintenant. Voilà. Et donc, s'il y a des gens qu'il faudra peut-être décorer demain ou après-demain, il faut penser à ce que chacun a apporté. Il faut aussi penser à ceux qui sont partis, qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. À titre posthume, oui. Voilà. Vos formateurs. Parce que j'ai eu rencontré quand même des grands noms de la presse dans ce pays. Comme Lucien Chimpompo, comme Paul Bassunga, comme Gérard Ekolanga, des grands reporters positifs, des grands journalistes comme André Mukendi. Kassongo Moema. Kassongo Moema. Ceux qui sont partis, oui. Il faut penser à eux. Aujourd'hui, quels seraient les critères selon vous pour décorer des journalistes? Pas seulement, vous avez parlé pas seulement de l'ancienneté. Il faut voir l'ancienneté d'abord, l'honorabilité, la notoriété et peut-être l'impact. C'est ça. C'est ça. C'est la société. L'impact. Il y a eu de grands, c'est pour ça qu'il y a des grands noms qui ont impacté la vie des gens par leurs écrits, par leur façon de parler, d'être. Aujourd'hui, quand je vois les gens qui me disent, vous savez, c'est quand même assez émouvant quand vous voyez un monsieur qui vient vous voir, qui vous dit que quand j'avais 17 ans, je vous regardais à la télévision, vous m'aviez donné le goût de faire ce métier. Moi, c'est le seul salaire que j'ai dans la vie. Oui, c'est cette reconnaissance. Et ils sont nombreux à écrire souvent quand vous passez. Monsieur Dimanja est toujours d'ailleurs. Il y en a qui vous continuent à vous découvrir. Moi, c'est le seul salaire que j'ai dans cette profession. Cette reconnaissance, au moins, j'ai été utile à la société. Et surtout à une période un tout petit peu une période tout à fait particulière lorsque vous avez exercé ces métiers, en tout cas. Oui, mais c'était surtout après. Lorsque le pays est entré dans une zone à forte turbulence, après les discours du maréchal Mobutu, le 24 avril en Célé, libéralisant l'espace politique et médiatique en même moment, c'était pas facile. On était habitué à un seul son de cloche, et là il fallait faire l'apprentissage de 2 sons de cloche ou de plusieurs sons de cloche. Oui. Alors justement, nous parlons également de cette problématique. C'est vrai qu'on va certainement approfondir cela. On aurait dû être avec Maître Jean Lompempe, qui est aussi, on peut dire, comment il faut le considérer ou les qualifier. Mais les sanctions contre le président Joseph Kabila, vous avez d'un côté les églises avec l'évêque Jibaya Mampia, qui salue d'abord le gouvernement qui a réagi pour saluer ces sanctions, mais également les églises représentées par l'évêque Jibaya Mampia qui ont également salué ces sanctions et pensent que c'est pédagogique pour essayer de mettre
Les autres déjà leur disent attention, si vous continuez, vous aussi vous allez suivre sur la liste. Et je crois que le parti UDPS a marché, est en train de marcher là aujourd'hui et maintenant, de la première rue Limété jusqu'au Palais du Peuple pour soutenir ces sanctions, soutenir l'administration de Donald Trump. Mais je vais vous inviter à suivre d'abord avec Ejibama Pia qui s'exprimait sur cette question des sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Tant qu'on n'a pas obtenu le changement de la Constitution, nous n'allons pas nous arrêter. Et donc nous disons aux uns et aux autres que c'est juste notre façon de contribuer à la stabilité des institutions, c'est notre façon de contribuer de manière que le peuple qui est le souverain primaire, les différentes voies qui puissent être utilisées afin que la guerre cesse, que les morts ne meurent plus, nous pouvons dire c'est la réponse de nos prières. Si quelqu'un prend l'argent de la République pour combattre la République, et nous disons que ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Et lui, il a été président dans ce pays, et donc il ne peut pas se tourner contre le même pays qu'il a dirigé pendant 2 décennies. Voilà, quand 2 personnes se battent, il faut qu'une personne vienne les séparer, et nous pensons là que si lui combattait la République démocratique du Congo, c'est ainsi que l'Amérique dit non, on ne peut pas continuer à financer la guerre. Or, financer la guerre signifie tuer les gens. On ne peut pas continuer de tuer les gens. Nous, comme enfants de Dieu, nous prions pour la paix. Si ces sanctions économiques est un moyen pour nous d'obtenir la paix, nous disons que Dieu soit loué. Nous disons aux autres de pouvoir se repentir et d'abandonner tout ce qui contribue à la déstabilisation de notre nation et partant de la région de Grand Lac. Le message... Voilà, Monsieur Moubalama, je vais commencer par vous. Vous saluez également ces sanctions comme les autres le font? Vous savez, nous, moukwéguistes, parce que je parle... Vous êtes président national du Congo, du mouvement Congo des valeurs, COVAL. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, quand nous parlons du conflit qui sévit dans notre pays, nous insistons toujours sur les sanctions contre le Rwanda pour chercher à réduire, n'est-ce pas, le soutien du Rwanda qu'il apporte aux agresseurs du M23. Mais les sanctions contre le président Joseph Kabila constituent un signal fort aussi pour tous ceux qui apportent leur soutien aux groupes armés. C'est pour leur dire que non, tous ceux qui apportent leur soutien peuvent être tenus responsables à n'importe quel moment. Mais ces sanctions-là ne suffisent pas, n'ont pas d'impact significatif sur la paix que nous sommes en train de chercher à l'est du pays. Vous savez que Kabila n'est pas le premier à être sanctionné. Il y a des sanctionnés qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont sanctionnés par les Américains, mais ils sont toujours derrière le président Tshisekedi. D'autres sont sanctionnés. Le Rwanda a été sanctionné. Vous voulez parler de Norbert Basengezi. Norbert Basengezi a été sanctionné. Ouais. Donc ce sont des sanctions qui, sur le terrain, n'auront pas des effets directs par rapport à l'avènement de la paix. Mais moi, je pense que ce qu'il faudra beaucoup plus faire, c'est de travailler pour qu'il y ait des pressions politiques, économiques et financières. C'est une forme de pression aussi sur le Rwanda. Je dis bien sur le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui apporte des soutiens significatifs au M23. Et ces sanctions-là contre le Rwanda peut avoir des effets significatifs sur la paix dans notre pays. Et je crois aussi que la résolution 2773 est cet instrument-là, juridique international, capable de nous amener à une situation de paix durable, contrairement aux sanctions qu'on peut nous dire contre Kabila et tout. Parce qu'au moins, les sanctions, la résolution 2773 intimait l'ordre au M23 et au RDF de libérer immédiatement notre territoire sans condition. Demander à ce qu'il y ait démantèlement des administrations parallèles mises en place par les agresseurs, mais obliger les cesser les faits immédiats. Et cela, c'était sa condition. C'est cette résolution-là que normalement l'UDPS devrait soutenir.
Le marche qu'on veut organiser pour soutenir Trump, pour soutenir les sanctions contre Kabila, je trouve, pour moi, c'est absurde. Ce qu'on devrait organiser, la marche qu'on devrait organiser devrait avoir pour mobile de soutenir et de demander l'application de la résolution 2773. Parce qu'au moins, ça nous a mené directement sur la voie de la paix. Les sanctions contre Kabila, j'ai dit, c'est bien. Ça réduit l'influence de Kabila et toutes les manœuvres qu'il pouvait avoir. Comme là, il est accusé d'apporter son soutien au M23, ça réduit son manœuvre vis-à-vis du soutien qu'il a apporté, mais n'a pas des impacts significatifs sur la paix à l'Est. Mais au moins la résolution. Si nous tous Congolais, on se mettait ensemble et demandait l'application de cette résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies, on peut espérer aller sur la voie de la paix. Parce que vous savez, dans tout ce que nous faisons, tous ces processus de paix, le peuple est mis à l'écart, en quelque sorte. Comment ça, le peuple je vais vous expliquer. Or, je me rappelle, si je ne me trompe pas, en 2002-2004, lorsque la guerre éclata encore à Bukavu, entre Gilles Moutebousi et le général Mbouza Mabé. Laurent Kunda venant en aide, n'est-ce pas, de Mbouza Mabé. Ce n'est pas les politiques qui ont trouvé solution. Ce n'est pas Kabila qui était président ici. C'est le peuple. Nous tous à l'unisson, on s'était levés. On s'était levés et une marche a été organisée sur toute l'étendue du territoire. Et le Conseil de sécurité avait suivi la voix de la population. Et l'ordre a été intimé à Gilles Moutebousi et Laurent Kunda de libérer la ville de Bukavu. Et c'était le retour triomphal du général Mbouza Mabé. J'ai dit ici, le peuple est mis à l'écart. Si on appelait le peuple, la mobilisation que l'UDPS veut faire pour soutenir Trump, ce n'est pas Trump qui est notre président. Ce n'est pas les sanctions américaines qui vont nous amener sur la voie de la paix contre Joseph Kabila. Mais la résolution 2773, c'était un acquis. Mais malheureusement, un acquis qu'on a mis à côté pour aller sur la voie de Washington et la voie de Doha. La voie de Washington, pour ceux qui l'admettent, nous amène sur la voie de la paix, mais avec des contraintes. Nous devons co-gérer nos matières premières avec le Rwanda, s'il vous plaît. Oui. Ça veut dire que nous achetons la paix. Je vous écoute très bien. Nous achetons la paix. Or, la paix n'a pas un prix. À Doha, nous faisons des concessions au M23. Et ceux qui étaient considérés comme des rebelles, comme des agresseurs, on les légitime. Et on adopte par surcroît le narratif rwandais en disant que le problème qui est au Congo, c'est un problème congolais. Et pourtant, la résolution 2773, elle est différente. Les différents rapports des experts des Nations Unies montrent suffisamment que le RDF était derrière le M23, que les Rwandais nous agressaient. Oui. Et donc, je pense, moi, que les Congolais doivent encore se raviser. Demander à ce que la résolution 2073 soit appliquée. Vous demandez pourquoi je peux dire que le peuple est mis à l'écart par rapport à ce qui se passe à Washington. Oui. Quand je parle du peuple, je vois l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale... L'Assemblée a autorisé la ratification de cet accord il n'y a pas longtemps. Et lors de la signature de cet accord, le président de l'Assemblée nationale était là et a compris le président de la République. Voilà, très bien. Comme vous êtes, je sens que vous êtes très informé. L'article 213 de la Constitution donne la latitude au chef de l'État de représenter le pays ou bien de signer des accords au niveau international, engager le pays. Mais l'article 214 donne les limites, réduit la marge de manœuvre de ces dispositions et montre les matières lesquelles doivent d'abord passer par l'approbation à l'Assemblée nationale avant que le chef de l'État ratifie les accords. Il s'agit des accords de paix, il s'agit des accords de résolution des conflits internationaux, les accords de commerce. Avant que ces accords-là soient ratifiés par les chefs de l'État, une loi d'autorisation de ratification doit être votée par l'Assemblée nationale. Et quand on parle de loi votée à l'Assemblée nationale, ça veut dire que ça doit faire face à la conformité de la Constitution à la Cour constitutionnelle avant que cela soit promulgué. Mais on a préféré à ce que les chefs de l'État signent d'abord l'accord de Washington avant que cela ne soit discuté à l'Assemblée nationale. Mais lorsque l'Assemblée nationale discute et donne l'accord, après que les chefs de l'État aient signé, ça qu'elle est fait. C'est là que je dis que le peuple n'a pas été associé. Ouais. Ou alors a été associé, mais en retard. Et nous, Moukouéguistes, monsieur Jean. Il n'y a pas eu de débat au Parlement sur cet accord. Il n'y a pas eu de débat. Et même si, s'il vous plaît, et même si on a voté, dernièrement ici, il n'y a pas eu de débat,
Il n'y a pas eu de modification. Quelle est cette loi-là qui est votée à l'Assemblée nationale sans débat, sans qu'on puisse y apporter des amendements? Ça prend un droit à laisser. Il y a la majorité à l'Assemblée nationale, c'est la majorité du régime, du pouvoir. Oui, mais c'est pas la majorité du peuple. C'est différent. On a 500 députés. Et les 500, la majorité a voté pour. Oui, mais il y a une minorité. C'est la majorité représentant la population. Il y a une minorité qui représente aussi la population. Non, mais également, je voulais ajouter Il y a une minorité aussi qui représente la que population. la majorité n'est pas faite pour marcher sur les dispositions constitutionnelles. Vous êtes majoritaire, mais travaillez selon que la Constitution dit. C'est pas un problème de. Il ne faut pas renverser l'ordre parce que vous êtes la majorité. Alors, c'est là que je voulais intervenir. La conséquence, c'est laquelle? Donc, vous voulez nous dire ici qu'il y a eu violation flagrante de la Constitution par, d'un côté, le président de la République et notre Parlement, l'Assemblée nationale particulièrement. C'est manifeste. Il faut lire la Constitution, vous allez comprendre. C'est manifeste. La Constitution a été largement violée. Et nous l'avions dit à travers notre leader, Dr. Denis Mukwege, que ces accords de Washington présentaient plusieurs contraintes. D'abord, le fait d'y aller en bilatéral. Ça réduit le conflit entre la RDC et le Rwanda. Et pourtant, le conflit que nous vivons dans notre pays, c'est un conflit qui est régional. On devait y aller comment? Mais il y avait le Burundi qui était là, il y avait le président. Ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas participé, ils ne sont pas signataires. Contrairement à l'accord cadre d'Addis Abeba, où tous ces acteurs de la sous-région étaient des acteurs majeurs, avaient pris des engagements. Là, on nous amène dans un conflit bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Et pourtant, le conflit qui se vit dans notre pays, il y a les Ougandais qui sont actifs. Quand l'M23 est entré dans notre pays, ils sont passés par Bunagana venant de l'Ouganda. Quand les minéraux qui sont pillés sur notre territoire, c'est vendu où? C'est vendu dans le pays de la sous-région. Oui. Donc ce sont des gens qui sont aussi des acteurs majeurs qui devraient pas prendre part à ces accords-là. Nous avons parlé du problème de l'opacité dans ces accords. C'est ce que j'ai dit que le peuple n'est pas associé. Et tant d'autres problèmes. Et ça, nous l'avions dit avant que le chef de l'État ne puisse ratifier ces accords-là. Mais qui était là pour nous écouter? Et ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous, Mukwegistes, nous continuons à insister sur la résolution 2773. C'est cet instrument juridique international qui nous amène sur la voie de la paix. Et c'est là que la diplomatie congolaise a échoué. Mais la résolution 2773 figure bien dans l'accord de Washington. Non, mais lorsqu'on parle des mesures de défense, en même temps on parle de la résolution 2773. Il y a une contradiction. C'est pas dans le article. Il y a une contradiction. La résolution reconnaît une espèce de bis que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Mais l'accord vous dit que le Rwanda a le droit d'appliquer les mesures de défense. Voilà. Ne peut se défendre que celui qui est agressé. Donc ici, dans cet accord, le Congo apparaît comme l'agresseur du Rwanda. Non, mais les Congos apparaissent comme l'agresseur du Rwanda. S'il vous plaît, Jean. Avant d'aller à Washington, quel était notre narratif à l'interne? Notre narratif était que nous sommes agressés par le Rwanda, partir de chez nous. Et que ces gens-là devraient partir de chez nous. Qu'est-ce qui a été signé? Et non, le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC. Et même dans l'accord, on invite le Rwanda à entrer à travers de façon conjointe avec le FRDC pour traquer le FDLR. Dans l'entretemps, sur les tribunes de l'ONU, le chef d'État avait déclaré que le FDLR n'existait pas. Eux-mêmes, le Rwandais. L'ambassadeur rwandais en RDC, Karega, l'avait dit c'est au Congo que le FDLR n'existait pas. Mais je me demande qui ont allé négocier ces accords-là pour le compte de la RDC. Pour que le Congo prenne la responsabilité de traquer des gens qui n'existaient pas. Nous avions crié si haut que l'M23 n'était pas un mouvement congolais. Et moi, je suis d'accord que le M23 n'est pas un mouvement congolais. Mais dans l'accord, il est dit aussi que pour que l'accord de Washington soit mis en œuvre, le gouvernement doit trouver des compromis avec le M23 à Doha. Et le gouvernement congolais accepte ça. Ce que vous appelez agresseurs, terroristes, qui ne sont pas congolais, mais vous acceptez d'aller vous asseoir avec eux en négociation. Certaines personnes peuvent dire qu'il y a des Congolais qui sont là-bas. Oui. Ce sont des Congolais qui ont décidé délibérément de trahir la nation pour les intérêts de Kagame. Et voilà pourquoi nous, Mukwegistes, nous avions toujours insisté
sur la justice transitionnelle. Parce que du fait qu'il n'y a jamais eu justice dans ce pays, ceux qui ont massacré hier, ceux qui ont tué hier, ceux qui ont pillé, ont été gratifiés en se retrouvant dans des gouvernements, être chef d'entreprise et tout, ça a donné le goût, ou ça continue à faire rêver d'autres Congolais en se disant que si je prends les armes contre mon pays, je finirai par être ministre. Ouais. Il faudra qu'il y ait une justice, pas une justice transitionnelle, qui aura la possibilité de mettre la main sur tous ceux qui ont participé au massacre, au génocide dans notre pays et qui se retrouvent à l'extérieur du pays. Parce qu'avec la justice transitionnelle, ça nous permet de connaître la vérité, d'avoir un jugement qui permet la réparation et avoir la garantie de nos réparations. Par manque de garantie de nos réparations, nous avons toute l'expérience ici. Thomas Lubanga a repris encore les armes. De non-répétition. Thomas Lubanga a repris les armes après avoir passé 10 ans à la CPI. Et donc, la justice traditionnelle, nous devons... Donc aujourd'hui, vous pensez que les sanctions infligées contre l'ancien président Joseph Kabila n'auront aucun effet sur la guerre qui sévit à l'est de notre pays? J'ai dit ici que les sanctions étaient signal fort. Et ça permet même d'isoler en quelque sorte politiquement le président Joseph Kabila. Mais par rapport à la paix sur terrain... On est en train de... Non seulement on parle de son soutien à l'FCM 23, mais on parle également, on l'accuse de vouloir déstabiliser les institutions du pays. Ça aussi, il faut prendre en compte ces sanctions-là contre Kabila réduit la marge de manœuvre de Joseph Kabila. Tout ce qu'il a porté comme soutien en M23 par rapport à ces sanctions, ça ne sera plus le cas. Donc politiquement, avec ces sanctions-là, on cherche à asphyxier Kabila, à démanteler les réseaux de soutien au M23. Mais sur terrain, le M23 reste actif. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à ce qu'on puisse travailler pour que la résolution 2073 soit mise en œuvre. Parce qu'au moins avec ça, qu'on coince le Rwanda. Et on a tous les avantages à la RDC. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec la résolution 2773, alors qu'on a déjà signé l'accord de Washington, tout en acceptant que le Rwanda est en train d'appliquer ses mesures de défense, a encore sa raison d'être? Je pense que, moi personnellement, les accords de Washington n'ont pas annulé totalement la résolution 2773. Quand bien même ces accords de Washington sont en contradiction profonde avec la résolution 2773. Oui, justement. Nous, Congolais, quand vous analysez, vous prenez ceux d'analyser les accords de paix de Washington, la résolution 2773, vous allez trouver que c'est la résolution 2773 qui nous amène sur la paix, qui avantage plus la RDC, et ça nous amène sur la voie de la paix sans contrainte significative. Contrairement à Washington, qui nous amène à une coopération avec le Rwanda. Nous devons co-gérer tout ce que nous avons avec le Rwanda. Vous voyez, on a blanchi le Rwanda dans l'accord de Washington, parce que le Rwanda aujourd'hui se présente comme la victime avec le mesure défensive dont on a accepté dans les accords. Parce qu'il faut faire attention avec les termes qu'on utilise. Vous êtes juriste, je crois. Exactement. Les termes sont très significatifs dans un accord. Exactement. Et quand vous ne savez pas sélectionner le terme, vous signez les choses qui, demain ou après-demain, risquent de vous poser problème. Ce n'est pas pour rien que le Rwanda a refusé de ne pas parler de l'agression dans l'accord. Et c'est par là que je dis, est-ce que les Américains ne se cachent pas derrière le Rwanda? Est-ce que les Américains ne sont pas en train de retrouver leurs intérêts derrière le Rwanda? Parce que normalement... N'oubliez pas que le Rwanda post-conflit est une création des États-Unis. Ah voilà. Une création des États-Unis. Il faut signaler ici. Donc vous voulez dire que le Rwanda est une pipi des États-Unis? Absolument. Il faut signaler ici. Vous allez parler, M. Mbalama. J'aimerais aussi que nous puissions prendre cette réaction de Prince épinglé sur les sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila.
Voilà, vous avez Prince Epengé, nous avons connu un problème avec la technique pour cet élément, mais Prince Epengé, en tout cas, est en train de... Il dit que les sanctions que les ISA ont prises contre le Joseph Kabila, l'ancien président, est un rappel du respect de règles du jeu démocratique et cela doit servir également d'interpellation, même au gouvernement qui est en place, de continuer à respecter les règles démocratiques, Charles. Oui, c'est vrai, pour le cas bien précis de l'ancien président, c'est vrai qu'il devra rendre compte de ce qu'il a fait dans ce pays. Mais cela ne dispense pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de rendre compte aussi demain, quand il sera question d'expliquer la situation dans laquelle nous trouvons le pays. Donc, c'est un signal fort. C'est un signal fort pour tout le monde. Oui, comme l'a dit M. Mobalama. Vous étiez en train de parler ici, on a parlé même des conséquences de ces sanctions du point de vue de la pratique. On a parlé ici lors de la sanction contre Corneille Nangaa et je crois Norbert Bassengezi, et que cela n'aurait que de conséquences sur les réseaux bancaires ou financiers souvent utilisés par sections victimes de ces sanctions. Vous pensez également qu'il n'y aurait pas, pour quelqu'un comme Kabila, qui peut-être a plusieurs réseaux de financement, sur vraiment sa poche, sur son porte-monnaie? Aujourd'hui, les hommes aussi puissants que Kabila ne sont quand même pas assez naïfs de mettre leurs affaires en leur nom. Souvent, ils utilisent des entreprises écrans pour opérer. Rappelez-vous, Kabila était encore chef de l'État. Dans une conférence de presse, à la fin, il s'était étonné que la presse ne lui pose pas la question sur ce qui avait défrayé la chronique à l'époque, les Panama Papers. On avait parlé des Panama Papers. Les gens ont vite oublié. Et que Kabila avait 2 intérêts dans les paradis fiscaux. Je ne sais pas comment vous allez aller chercher ça là-bas, puisque rien n'est à son nom. Voilà pourquoi je vous ai dit que les sanctions, oui, mais sur la voie de la paix, nous y sommes vraiment très loin. Les sanctions n'auront pas d'impact significatif. Parce que Kabila lui-même, comme venait de le dire M. Charles, peut vous dire qu'il n'a rien, qu'il n'a pas de moyens, ou il peut vivre sans transactionner avec les banques américaines, les dollars américains. Ouais, mais il a des hommes avec lesquels il travaille qui agissent en son nom. Mais s'il a ses intérêts en Chine, ouais. Ou et du coup, en Russie, vous allez les chercher comment? Il jouit de toute sa liberté. Ici, ce que le gouvernement doit faire, c'est de se battre, travailler pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Par la voie diplomatique. Oui, voilà. C'est cette diplomatie-là dont nous voudrions à ce que ce soit une diplomatie effectivement agissante. En nous ramenant... Elle est agissante aujourd'hui, on vient récupérer sans armes. S'il vous plaît. Sans bain de sang. S'il vous plaît, monsieur Kia. Nous voudrions à ce que Bukavu soit récupéré, Goma soit récupéré et toutes les zones occupées par les M23. Ouais, c'est ça le souhait des Congolais. Les Congolais qui sont à l'Est, leurs yeux sont tournés à Kinshasa parce qu'ils savent que les institutions sont à Kinshasa. Et les gens qui viendront nous sauver, ils sont à Kinshasa. La population de Bukavu n'est pas pour le M23, mais ils sont sous les jours du Rwanda. Ils ont des administrations de fait que la résolution 2773 avait demandé d'être démantelée. Alors, c'est notre diplomatie qui s'était trompée de chemin en abandonnant la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour Doha et Washington, qui nous met aujourd'hui dans une situation assez compliquée. Alors, parce qu'à cette époque-là, je vous donne un exemple, s'il vous plaît, monsieur Kia. Oui. Aussitôt que la résolution 2773 est votée, nous avions vu Dr Denis Mukwege s'activer au niveau du Parlement européen. Et plus ou moins 10 pays de l'Union européenne avaient pris des sanctions contre les Rwandais. Mais le gouvernement n'avait pas emboîté les pas au Dr Denis Mukwege. Si le gouvernement avait emboîté les pas au Dr Denis Mukwege et gagné les sanctions des Américains, sanctions de plusieurs pays qui avaient signé cette résolution 2773, on n'en serait pas là aujourd'hui. Kagame allait reculer. Mais nous avions délibérément décidé d'aller accepter que le Rwanda a pris des mesures défensives contre notre pays. Alors justement, et pourtant, la grande victime dans ces conflits, c'est la RDC. Alors aujourd'hui, l'UDPS a organisé une marche pour soutenir ces sanctions. Vous avez dit tout à l'heure que la population, le peuple est mis des côtés. Vous, qu'est-ce que vous attendez, Mukweguistes,
congolais des valeurs pour justement créer ces mouvements, cette humiliation ou cette grogne de la population, surtout de l'étendue du territoire national? Vous attendez à ce que les autres les fassent à votre place? Je vous rappelle le prescrit de l'article 63. Ça appelle les Congolais. Tout Congolais là où il est. Il ne parle pas Congolais de l'opposition, mais de la majorité, mais de la société civile. Congolais, de s'élever contre toute agression qui vient de l'extérieur. Oui, mais tout part d'une initiative, M. Moubalama. C'est ça. Vous savez, le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est au niveau de leadership. Ça, quand vous, par exemple, moi je suis de l'opposition, je prends l'initiative de l'opposition, le gouvernement va s'y opposer. Oh, pas forcément, il y a plusieurs marches qui ont été autorisées. Non, le gouvernement va s'y opposer. Mais normalement, cette marche, ce soulèvement populaire démocratique devait être une affaire de tout le monde. Comme ça a été le cas en 2013, je vous ai donné l'exemple. On se soulève et on exige à ce que la résolution soit appliquée. Et vous verrez comment est-ce que les résultats allaient suivre. Mais c'est regrettable aujourd'hui. Vous voulez dire vous manquez de leadership, vous? C'est regrettable aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est regrettable aujourd'hui que l'UDPS se lève un bon matin et dit qu'il va organiser une marche de soutien aux sanctions et à l'administration Trump. Depuis quand un pays souverain, un parti politique au pouvoir, peut se mobiliser pour soutenir le gouvernement de notre pays, qui travaille pour son peuple? C'est Tshisekedi qui est notre président. Ouais. Nous avons nos institutions ici qui sont affaiblies par la guerre à l'Est. On devrait nous tous nous mobiliser pour demander à ce que cette résolution-là, qui donne la force au gouvernement congolais, aux institutions du gouvernement, soit appliquée. Et non pas soutenir Donald Trump. Donald Trump, c'est un businessman. Il a ses intérêts personnels et particuliers pour les Américains. Pour preuve, il a parvenu à nous envoyer des gens dont on ne connaît pas l'identité sur notre territoire. Il y a d'autres qui vont venir. Il y a d'autres qui vont venir. Là, c'est un accord, c'est un contrat qu'on connaît. Il y a des gens qu'on connaît, la nationalité des Colombiens, des Péruviens. S'il vous plaît, vous parlez accord des accords. Nous revenons encore à l'article 214, papa, de la Constitution. Cet accord-là a été négocié où? Par qui? Est-ce que le peuple l'a approuvé? Il faut bien dire le prescrit de l'article 214. Là, on parle des accords qui ont trait à l'état de personnes. Ces personnes-là ont quel état? Ils ont quel statut dans notre pays? Non, mais ils sont là temporairement, des migrants temporaires. Pour combien de temps? Attention, en 1994, M. Dimanda laissé, qu'on nous avait dit que les réfugiés rwandais arrivaient sur notre territoire de façon temporaire. Ouais. Alors, justement, la marche a déjà commencé, mais il y a moyen aussi. Ne faites pas les procès d'intention contre les autorités de la ville, que si vous initiez une marche contre, justement, par exemple, les migrants, le contrat sur les migrants avec les États-Unis d'Amérique, vous organisez, par exemple, une marche contre, justement, vous avez dit, au lieu de marcher pour soutenir l'administration de Donald Trump, il faut marcher pourquoi? Il faut marcher pour soutenir et demander l'application de la résolution 2773. Donc il y a lieu aussi que vous puissiez organiser cette marche-là. Ça ne doit pas être seulement l'affaire de l'UDPS. C'est l'affaire de tous les Congolais. Voilà, justement. C'est cela qui est la différence. Ça ne peut pas aussi seulement être que votre affaire à vous. Donc il y a moyen que vous puissiez initier cela et tous les Congolais vont suivre. Écoute, aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se dit aujourd'hui, dans la classe politique, dans les médias aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont tournés vers l'accord de Washington. Ils ont ignoré la résolution 2573. Ceux qui nous agressent, et aussi, les 23, trouvent leur compte dans l'accord de Washington. Parce qu'il est dit que l'accord de Washington ne sera jamais mis en œuvre si, à Doha aujourd'hui, en Suisse, il n'y a pas de compromis. Ouais. Dans l'entretemps, continuer à négocier avec les 1-23, c'est légitimer cette force-là. Et c'est adopter, donner force au narratif du Rwanda qui dit que le conflit est congolo-congolais alors que ce n'est pas ça. Nous sommes agressés par le Rwanda. Merci beaucoup, messieurs Moubalama. On a vu, monsieur Mukwege, il y a une nouvelle avenue au Martinique, ça, c'est ça? Oui, l'avenue Azan Sarlet, ça c'est au Martinique. C'est quelque chose de très mémorable. Il faut dire que le Martinique, c'est un département français d'outre-mer. Oui, c'est ça. Ça, en Amérique centrale. Cette activité, elle est interpellatrice.
C'est-à-dire pour la pourquoi? RDC. Vous savez, tous ces honneurs, tous ces hommages qu'on fait au docteur Denis Mukwege, c'est par rapport au travail qu'il a-bas pour ses compatriotes dans notre pays. Et aussi parce qu'il n'est pas prophète chez lui. Ouais, ce sont d'autres pays. Bah oui. Ce sont d'autres pays qui honorent aujourd'hui le docteur Denis Mukwege. Ce sont les parlements d'autres pays dans le monde qui appellent Mukwege pour prononcer un discours et leur dire qu'est-ce qui se passe au Congo. Mais notre parlement ici n'a jamais pensé, pas même une seule fois, d'appeler le docteur Denis Mukwege et leur dire ce qui se passe et quelles sont les solutions que Mukwege propose. Le même comportement, nous l'avions vécu sous Kabila. Kabila avait totalement ignoré les efforts de Denis Mukwege. Et aujourd'hui, le pouvoir de Tshisekedi aussi ignore également le travail du docteur Denis Mukwege. Vous voulez qu'on bâtisse aussi des avenues avec son nom? Et quand Mukwege est attaqué par les Rwandais, à un moment donné, sur une chaîne de télévision, Kagame s'était attaqué personnellement au docteur Denis Mukwege. Et quand un président étranger s'attaque à un fils d'un autre pays, c'est le chef de l'État de ce pays-là qui doit répondre son homologue. Mais ici, c'est un silence total. Parce qu'il est devenu un acteur politique, un Denis autre protagoniste. Mukwege, c'est un droit de tout Congolais, s'il vous plaît. C'est un droit de tout Congolais de prétendre être président de la République. Vous n'allez pas renier le droit civique et politique du docteur Denis Mukwege, qui est Congolais. Et donc, je disais à ce que les Congolais puissent prendre conscience et honorer docteur Denis Mukwege, les protéger aussi, parce que c'est un patrimoine vous êtes national, un Congolais de valeurs, vous travaillez avec lui, vous les protégez aussi en d'autres termes. Ce sont les valeurs que nous avions suivies. Vous les protégez aussi. Les valeurs qu'incarne le docteur Denis Mukwege, c'est ça que nous avions suivies. Merci beaucoup, monsieur Moubalamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, monsieur Jean. Merci à vous, monsieur Dimandja. Merci, Jean. On va se retrouver mercredi. On va se si je ne suis pas invité à la conférence de presse, chef de l'État, on se retrouvera. On se retrouve mercredi, messieurs et dames. Bon début de semaine à tous. C'était votre émission Cocorico sur Kinshasa Télévision. Vous pouvez retrouver cette émission en replay, la télécharger et la suivre n'importe où, n'importe quand. Bon retour à Marius Munga, ici en République démocratique du Congo. À Kinshasa, vous avez suivi avec moi les concerts de Fally Ipupa. Ça aussi, c'est l'honneur de notre pays du point de vue culturel. Le 2 et le 3 mai. Félicitations à l'artiste. À mercredi. Au revoir.